commençons justement avec les enjeux de politique monétaire. Les banques centrales sont au cœur de tout en ce moment dans les marchés et Laurent Dédier est avec nous en plateau, je le disais, directeur général délégué, directeur de la gestion d'Autingre Banque Privée. Laurent Dédier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Il y a un concept qui est très important aujourd'hui chez les investisseurs, c'est le concept de pivot de la Réserve fédérale américaine, notamment la Fed, qui est la banque centrale leader dans ce cycle de resserrement monétaire. J'aimerais bien qu'on définisse peut-être un petit peu avec vous ce concept de pivot. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de pivot ? Et que peut-on dire du calendrier, du timing d'un éventuel pivot qui est le Graal d'une certaine manière aujourd'hui pour les investisseurs ? Alors, c'est une question importante pour les investisseurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont très concentrés sur les messages des banques centrales et regardent les datas économiques les plus importantes, c'est-à-dire aujourd'hui l'emploi et l'inflation. La Federal Reserve, donc la Fed, a démarré probablement sa politique monétaire à retard. Et globalement, aujourd'hui, elle est en train d'essayer de se donner une certaine légitimité en ayant pour message de dire l'inflation est forte, l'économie est plutôt en bonne situation, je dois continuer à resserrer ma politique monétaire, réduire mon bilan et l'atterrissage sera progressif. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que clairement, on voit des indicateurs qui commencent à ralentir. On va prendre l'exemple de l'immobilier où on voit les mises en chantier, les permis de construire qui baissent très rapidement avec des chiffres qui commencent un petit peu à ressembler à un début de crise, même si c'est une crise gérée, sur la partie immobilière. Maintenant, le vrai sujet, c'est est-ce que la Banque centrale américaine va changer son discours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou au courant de l'année 2023 ? Le pivot, qui est un petit peu le Graal pour les investisseurs, parce qu'on se dit qu'on aura une politique monétaire qui sera accommodante, ou en tout cas moins restrictive, c'est le moment où la Fed et M. Powell va dire aux investisseurs « je change de discours, je ne suis plus hawkish, donc restrictif, je deviens neutre », voire peut-être accommodante dans un deuxième temps. Donc on cherche le moment de bascule où la Fed va changer son discours en disant « j'ai fait mon boulot, j'ai remonté les taux, je laisse l'économie maintenant, entre guillemets, vivre un petit peu sa vie avec les conséquences de cette remontée de taux et je deviens neutre. » Est-ce qu'on est sûr que le ralentissement immobilier qu'on observe et qui va continuer, avec l'idée également que le marché de l'emploi va peut-être à un moment ralentir également aux États-Unis, ce qu'on n'a pas observé sur les derniers chiffres, est-ce qu'on est sûr que ces facteurs-là vont permettre d'abattre l'inflation là où la Fed a envie de l'avoir ? Alors, c'est une question importante et je pense que malheureusement, les marchés financiers ont l'habitude de trop regarder avec, entre guillemets, une loupe à très court terme les indices. Je vais prendre l'exemple des créations d'emplois, parce que j'ai fait l'exercice de style hier par curiosité. Il y a un peu plus d'un an, on était entre 600 000 et 700 000 créations mensuelles. Le dernier chiffre était légèrement au-dessus de 250 000 à 260 000 et on était à 300 000 avant. Ce qui veut dire que depuis un an, l'économie américaine absorbe différents chocs. Un choc d'offres qui a mis des arrêts temporaires dans la création d'emplois, un choc de demande et aussi un choc économique lié à la restriction financière. Et donc, on observe quand même que la tendance est bonne. Alors, il y a un chiffre clé qui traîne dans les marchés financiers qui dit entre 130 000 et 150 000 créations d'emplois, le job est fait. Ouais. Et à ce moment-là, on peut commencer à changer de discours sur la partie emploi. On vient de 700 000 il y a un an, on est à 250 000 aujourd'hui. Ouais. Les 150 000, j'ai envie de dire, on les voit, on les touche presque du doigt. Ce n'est pas imminent, mais c'est un sujet probablement pour le premier trimestre 2023. Donc ce pivot, il doit intervenir à un moment en 2023, c'est ça, Laurent ? Alors, dans la vision de la banque, on a été très négatif sur l'inflation très tôt. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a des éléments qui vont faire en sorte que cette inflation va rester forte assez durablement. Ouais. Mais on imagine la Fed changer de discours au tournant de l'année 2023 et probablement dans le courant du premier trimestre. Pourquoi ? Le pétrole et les matières premières aujourd'hui sont au même point que l'année dernière. Donc il n'y a plus d'impact négatif sur l'inflation sur cette partie-là, entre guillemets, des composants. Donc aujourd'hui, le seul composant qui inquiète les marchés financiers, parce qu'il est très difficile à maîtriser, c'est le fameux composant autour des loyers. Et ces loyers, qui correspondent environ à un tiers de l'inflation aux États-Unis, restent fermes, voire plutôt orientés à la hausse, et donc génèrent des mauvaises surprises quand on élimine le choc d'offres que je ne maîtrise pas. Est-ce que la Chine restera politique zéro Covid, plus accommodante, ou va réouvrir totalement son économie ?
Et là, on sait qu'il y a encore probablement 6 mois à partir de maintenant pour que ce côté loyer arrive à diminuer. C'est pour ça qu'on estime que le point de rendez-vous du premier trimestre sera le message clé du pivot de la Fed et la neutralité. Pivot, ça ne veut pas dire non plus qu'on se prépare à rebaisser les taux rapidement. Pas tout de suite, non, malheureusement. Ça veut dire qu'elle va observer la situation, voir l'impact de la politique monétaire sur l'économie et se poser des questions dans un deuxième temps. La baisse des taux, elle arrivera que beaucoup plus tard. Est-ce que le système financier peut tenir en attendant ce pivot de la Réserve fédérale américaine, Laurent ? On voit les effets de bord générés à travers notamment la vitesse d'appréciation du dollar, la force du dollar en absolu et face aux grandes devises majeures aujourd'hui, plus tous les autres effets de bord que ça peut générer sur d'autres marchés, pour d'autres banques centrales. L'exemple britannique est l'exemple du moment. Ça restera peut-être un cas unique, mais néanmoins, c'est quand même un avertissement que tout le monde prend au sérieux aujourd'hui, Laurent. Très clairement, le problème n'est pas la force du dollar, mais ça a été la vitesse d'appréciation du dollar. On peut vivre, entre guillemets, dans une économie mondiale avec un dollar fort, et on l'a déjà connu par le passé, si sa vitesse, entre guillemets, d'appréciation n'est pas trop rapide. Or, cette année, on a eu un choc qui a amené, entre guillemets, tout le monde à jouer la valeur refuge dollar. Très clairement, il y a 2 messages aujourd'hui qui sont importants à interpréter dans les marchés. Bien évidemment, le mouvement de panique de la Banque centrale anglaise, qui est intervenu il y a une dizaine de jours ou 15 jours maintenant, avec 1 milliard pour calmer les ardeurs des investisseurs. Le milliard le mieux utilisé des marchés financiers. Depuis, malheureusement, ça se dégrade et on est dans l'inconnu. On est un peu dans le brouillard anglais, malheureusement, sans mauvais jeu de mots. Et très honnêtement, aujourd'hui, c'est une situation qui pourrait être systémique. Et il va falloir qu'on ait quand même des messages un petit peu plus crédibles, non seulement du gouvernement anglais, c'est-à-dire de la politique budgétaire, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut relancer, et dans quelle proportion on génère cette relance et on gère l'impôt aussi, les produits et pas que les dépenses, et aussi quelle va être, entre guillemets, la dynamique que la Banque centrale va gérer pour essayer de protéger cette politique budgétaire, le monétaire étant l'arme. Et j'ai aussi à l'esprit qu'il y a un rendez-vous très important dans un mois, quasiment jour pour jour, qui est le G20. Et le G20, il a un grand sujet aujourd'hui. Parmi tous les sujets qu'il va traiter, il y a un grand sujet qui est en train d'être énoncé dans toutes les pré-annonces et les différentes lectures qu'on peut avoir. C'est la stabilité financière. C'est ce qui veut dire que les grands pays et tous les membres de ce comité ou de cette organisation ont à l'esprit qu'on a un risque dans la stabilité financière à ce stade, parce qu'on est en train d'arriver dans une restriction financière qui a des impacts potentiellement économiques, monétaires et budgétaires partout dans le monde. Et ça veut dire que le G20 retrouve du sens et retrouve même peut-être un intérêt commun supérieur à travers cette question de la stabilité financière. Parce que j'ai pas en tête la dernière fois qu'un G20 a été réellement utile d'une certaine manière, Laurent. Mais là, pour le coup, il y a un vrai enjeu. Alors, il y a un enjeu. Je n'ai pas envie de donner trop d'espoir parce qu'on a tellement de réunions importantes où tous les grands argentiers du monde, où tous les grands décisionnaires politiques se réunissent pour accoucher, entre guillemets, de pas grand-chose, si ce n'est rien, que je ne veux pas mettre un focus très important sur ce G20. Mais clairement, c'est pour eux une opportunité de rassurer les marchés financiers et de rassurer, entre guillemets, la communauté derrière des investisseurs, parce que clairement, on commence à voir pointer des signaux pas totalement forts, mais plus que faibles, sur des situations de stress de craquement, qui pourraient devenir systémiques à un horizon qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent craquer. Comment on se projette dans ce contexte pour le compte des clients d'une banque privée comme la vôtre, Autingre, Laurent, avec l'idée de réfléchir évidemment à tactiquement comment on gère le moment présent et puis peut-être plus stratégiquement comment on réfléchit à réorganiser peut-être les portefeuilles ou les allocations d'actifs au regard du schéma macro-monétaire qu'on a en tête pour l'an prochain. À très court terme, il y a encore un message de prudence parce qu'on n'a pas d'éléments suffisamment importants au-delà d'un rebond potentiel parce qu'il y a un excès de négativisme dans les marchés qui est rarement aussi important. On estime qu'il faut rester encore un peu prudent dans l'allocation. Maintenant, il n'y a pas de signal contrariant. C'est pas parce que le pessimisme semble peut-être très important que c'est un bon signal contrariant à ce stade. Il n'a malheureusement pas été utile cette année parce que ça fait longtemps que le côté négatif est très présent et il ne nous a pas beaucoup aidés.
Il y a une séquence importante qui est les publications des entreprises qui démarrent. On va en parler certainement tout à l'heure. Ça peut nous donner, entre guillemets, un petit souffle haussier, parce qu'on devrait quand même avoir certaines publications de bonne qualité dans les grands acteurs. Mais est-ce que ça sera suffisant pour, entre guillemets, prendre le pas sur le sujet politique, monétaire et inflation? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, dans l'allocation, la donne a changé. La donne a changé parce que ça fait plusieurs années qu'on vit avec des taux négatifs et un marché monétaire qui était pas un sujet d'investissement parce qu'il coûtait aux clients et donc il n'avait aucun intérêt. Aujourd'hui, à la veille des prochaines annonces des banques centrales, vous avez une rémunération sur le taux sans risque à 3,25 aux États-Unis et à 0,75 en Europe. On a tous en tête que logiquement, ça devrait être 75 points de base de plus sur les deux banques centrales dans le mois qui vient. Ce qui veut dire que intégrer une poche très défensive, comme le monétaire, aujourd'hui a du sens dans une allocation, ce qui n'était pas intéressant depuis probablement plus de 5 ans. Donc, on a envie de redonner un petit peu de sens à la partie défensive de nos portefeuilles en remontant les poches monétaires. Derrière, ce n'est pas avec ça qu'on va faire de la performance. Et donc, on ne va pas rattraper les marchés financiers cette année. Aujourd'hui, le signal qu'on voit aujourd'hui, probablement avec le plus de certitude, c'est de dire que les marchés de crédit redeviennent attractifs. On a aujourd'hui des rémunérations sur 3-5 ans sur de l'investment grade de bonne qualité entre 3,5 et 4% en Europe et de la qualité dans le high yield. Alors, c'est un peu contrariant comme approche, mais on arrive à trouver du 8-9%, ce qui veut dire qu'on a une capacité à encaisser, entre guillemets, les mouvements d'écartement de spread qui pourraient se produire si jamais l'économie venait pas à être en soft landing, mais qu'on basculait sur une récession plus longue et plus profonde. D'accord. Donc, même dans ce scénario dégradé par rapport à l'idée générale que tout le monde a en tête d'une légère récession, même si la récession était un peu plus grave, un peu plus profonde, vous dites on trouve quand même de la protection, en tout cas de la rémunération correcte sur ces segments de crédit que vous décrivez. Aujourd'hui, le portage est attractif. On a bien à l'esprit que la partie high yield pourrait connaître encore un écartement de spread, parce qu'on n'est probablement pas au plus haut si on se réfère aux crises historiques des 20 dernières années, mais on a fait les 2/3 facilement du chemin. Donc oui, les marchés de crédit redeviennent attractifs et on aurait envie de les prioriser dans une allocation plus dynamique pour l'année prochaine. Et pour nous, la bascule sur un peu plus d'actions, elle se fera probablement au milieu du premier semestre, c'est-à-dire autour du Q2, peut-être à l'été, pour préparer 2024. Parce qu'entre les deux, et on va sûrement en parler tout à l'heure, si j'étais manager d'une société, à quoi bon au moment des publications annuelles, annoncer que l'année 2023 va être excellente, que mes profits vont s'améliorer, que ma marge va se protéger, alors que j'ai une inconnue importante qui est la politique monétaire et les impacts de cette politique monétaire sur la croissance économique 2023. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de management qui soit très agressif dans leur pronostic budgétaire 2023. D'où une séquence de reprise de risque graduelle, partant du monétaire, passant par le crédit. Et demain, on verra en tout cas pour 2023 pour la partie action. Exactement. Merci beaucoup Laurent. Laurent Dédier qui est avec nous en plateau, directeur général délégué, directeur de la gestion d'Autingre Banque Privée.